poursuivra chaque soir jusqu'à vendredi et où il sera question d'un autre grand voyageur parti sur la route 10 ans avant Jacques Kerouac pour une longue errance, d'où sortira un livre magnifique, L'usage du monde. Ce soir donc, à la poursuite de Nicolas Bouvier, première partie. Les Suisses sont extrêmement nomades, on ne le sait pas du tout, parce qu'un Suisse sur 5 a fait sa vie à l'étranger, vous trouvez des Suisses absolument partout. Et donc moi j'étais inscrit dans une longue lignée de Suisses nomades, il n'y a rien d'original dans mes choix. Simplement ça développe une curiosité pour d'autres cultures, pour d'autres pays, et puis évidemment les lectures d'enfance. Moi, je pouvais lire tout ce que je voulais, puisque mon père était bibliothécaire, il n'y avait pas de limite. Alors, vous lisez Curwood, Fenimore Cooper, Jack London, Jules Verne. Alors, on rêve. Et puis, dès qu'on peut se tirer, on se tire. Alors, dans ma famille, il n'y a pas tellement cette tradition-là. Mais en tout cas, aux yeux de mon père, quand moi je me suis mis à devenir un flâneur, un rôdeur, je n'ai pas du tout, à ses yeux, été considéré comme un mouton noir. Il jugeait que c'était une activité extrêmement intéressante et que la curiosité des choses étrangères, comme on disait autrefois, appartenait bien à cette ville. Et il ne l'a absolument pas contrarié. Il m'a dit au contraire, pars. J'étais très jeune. Pars et puis raconte-moi. Ou écris-moi. Dès que les frontières se sont ouvertes, c'est-à-dire en 1945, j'ai commencé à me tirer. Alors au début, c'était de petites bordées très modestes, quoi. C'était les Flandres, la Bourgogne, la Toscane. Ensuite, je suis allé un petit peu plus loin, toujours avec cette bénédiction paternelle qui était fort agréable. Je me suis dit, voilà, ce continent qui est plus ancien que le nôtre, avec des cultures plus anciennes que la nôtre, nous a certainement donné beaucoup et il faut aller voir. Alors je suis allé voir. J'ai un peu fait mes universités sur les routes. Et puis, effectivement, j'ai appris beaucoup de choses, parce que sur les routes, on tombe sur des gens absolument éblouissants, qui sont en guenilles, qui ont l'air de clochards, et puis qui sont des derviches qui savent tout. À la poursuite de Nicolas Bouvier, une série de 5 émissions proposée par Gilles Lapouge, réalisée par Judith Dastier. Première étape, la voix des gènes. Longtemps, on a un petit peu oublié, ignoré ou négligé que Nicolas Bouvier était suisse, parce que Nicolas Bouvier, il était en Afghanistan, il était en Chine, il était plus tard dans l'île d'Aran, il était partout. Et en vérité, il était suisse, profondément suisse, c'est-à-dire un Suisse qui bouge tout le temps et qui a besoin de revenir à Ithaque. Je crois que c'était une impression de lui, il faut toujours revenir à Ithaque. Alors, pour parler de cet aspect-là qui est très singulier chez Nicolas Bouvier, j'ai pensé à Jean-Pierre Moulin, qui était un ami de Nicolas Bouvier, et qui a l'avantage d'être suisse lui aussi. C'est pas la même Suisse, hein. Vous c'est Lausanne et lui c'est Genève. Ça se déteste les Lausannois et les Lausannais ou Lausannois? Lausannois, on n'ira pas jusque-là. Non, mais enfin... Mais ce sont deux tempéraments différents. Parce que souvent ces villes qui sont presque jumelles sont en rivalité. Elles sont en rivalité, elles ont en commun, et ça on le retrouve dans ce que j'appelle la sensibilité lémanique, de l'arc lémanique. On retrouve à Lausanne comme à Genève, comme à Clarence, etc., chez Rousseau, chez Amiel, chez Benjamin Constant, chez Madame de Staël, et chez Nicolas Bouvier, un certain nombre de constantes.
qui sont en fait peut-être le fait que nous autres lémaniques, nous penchons sur un miroir dès le début de notre vie, qui est le lac Léman. Oui. Et le lac Léman nous renvoie à un portrait à la fois flatteur et angoissé, nous-mêmes. Donc narcissique au dernier degré, quoi. Non, je dirais pas. Sauf Là, que vous ne non, penchez tempéré, pas. tempéré par un calvinisme bien compris. Alors, on se macère un peu quand même. Bien, alors par ce biais, nous allons pénétrer peu à peu dans l'œuvre de Nicolas et dans le personnage de Nicolas aussi. Vous l'avez connu il y a longtemps. Je l'ai connu comme un camarade avant de le connaître comme un écrivain. D'une part parce que j'étais à Paris comme correspondant politique, lui était dans Le Monde, oui, ou alors à Genève, mais nous avions une sorte de camaraderie, peut-être nous étions semblables sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire que nous avions sur la Suisse des idées qui étaient un peu hétérodoxes. Non pas que nous n'aimions pas ce pays, nous en sortons, mais nous avions horreur des clichés qui accompagnent, en France en particulier, la notion de Suisse. Alors, c'est-à-dire, vous les connaissez tous, ça va du chocolat à la banque. Et nous avions aussi le goût, tous les deux, de la poésie. Moi, je faisais des chansons, de la chanson. Il aimait la chanson, il aimait la poésie. Et probablement, nous avions en commun ce besoin, plus de Suisse qu'on ne croit, à un certain moment, de quitter la Suisse. Nicolas le dit dans un de ses livres. Statistiquement, c'est en Suisse qu'il y a le plus grand nombre de gens qui filent, qui s'en vont. Ouais, 1 sur 6, je crois, c'est extraordinaire. 1 sur 6. Ce qu'on appelle la 5e Suisse, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la Suisse allemande, la Suisse romande, la Suisse italienne, la Suisse grisonne, Oui, et ladine. Oui. Et puis il y a la 5e Suisse que nos consuls et nos ambassadeurs essayent avec difficulté de rassembler, parce que dès qu'un Suisse est à l'étranger, alors il devient insaisissable. C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Bana, la Caspienne, le Cachemire, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons, et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Jean-Pierre Moulin, vous avez parlé tout à l'heure des clichés et comment Nicolas Bouvier, et vous dites quand j'étais avec Nicolas adolescent, c'était la même chose, de détruire ces clichés. En même temps, il les détruisait pas tout le temps. Des fois, il les prenait, mais il les prenait à rebrousse-poil. Par exemple, il y a l'histoire du coucou, c'est un des plus gros clichés, mais Nicolas dit, d'abord, c'est pas vrai, parce que le coucou, c'est pas du tout les Suisses qui l'ont inventé, ce sont les Allemands, lui dit. Oui, les Allemands, la forêt noire. La forêt noire, oui, c'est donc plutôt les Allemands. Oui, c'est ça. Et deuxièmement, il dit, en plus, moi je regrette beaucoup que la Suisse n'ait pas inventé le coucou, parce que ce petit personnage qui sort pour dire que le temps passe, que c'est un personnage post-romantique et presque surréaliste, absolument extraordinaire. Alors il y avait ça aussi dans Nicolas, c'est-à-dire une grande malice. Il y avait une grande malice, et puis surtout, il avait une passion pour une certaine Suisse, qui est peu connue, qui est la Suisse, disons, allemande. Il est un des rares Suisses romans, et ça, c'est assez rare, il faut le dire, à ne pas être à l'égard des compatriotes alémaniques, disons, je ne dirais pas méprisant, mais souvent assez cruel. Le Suisse roman, minoritaire, parlant français, a une tendance, face aux Suisses allemands, de le considérer comme une espèce de Suisse bourru, parlant un langage, le Schweizerdeutsch, qui n'est pas un langage particulièrement harmonieux, lui étant le porteur de la belle langue, de la langue française. Pas du tout Nicolas. Nicolas avait pour la Suisse alémanique et ses trésors
car c'était un iconographe, ses enseignes, ses innombrables trésors de dessins, de miniatures, qu'on connaît peu, il avait une passion. Et c'était le second aspect de Nicolas, son côté de collectionneur et d'iconographe. D'iconographe, oui, mais alors je reviens sur ce que vous avez dit auparavant, c'est-à-dire ce côté Europe centrale qui était très fort chez lui. Et moi, j'ai retrouvé des textes de Nicolas où il dit, au fond, les Suisses, ils ressemblent plutôt à des Polonais, à des Tchèques qu'à des Parisiens. Et il donne une définition extraordinaire qu'il a trouvée dans l'Encyclopédia Britannica. La Suisse, ce pays de l'Europe centrale qui est à l'ouest de l'Europe centrale. C'est ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être à cause de son milieu, parce qu'il était d'un milieu extrêmement cultivé? J'imagine que le père de Nicolas était un homme qui devait parler allemand, qui devait s'intéresser... C'était un germaniste. C'était un germaniste, oui. Oui. Il y a donc tout cet aspect-là. Et Nicolas parlait l'allemand aussi, donc ce qui lui permettait de pénétrer dans cette Suisse alémanique que les romans connaissent mal, peu. Et puis, Nicolas n'avait absolument pas... Il était à la fois genevois, roman et alémanique, et suisse en général. De telle sorte qu'il n'y avait pas en lui d'idées préconçues. C'était un homme, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous sommes, c'est-à-dire avec des idées arrêtées sur la politique, l'idéologie. Pour lui, il n'y avait pas d'idéologie, il y avait le monde. Et le monde n'est pas idéologique. Le monde est un immense lieu à découvrir et qui vous parle. Je dirais presque une idée métaphysique, mais extrêmement matérielle quand même, car si on lit Nicolas, il n'y a pas un moment où on se dit, tiens, on va sauter la page parce que c'est abstrait. Il n'y a rien d'abstrait. Et pourtant, c'est sans cesse... ça touche à tous les grands domaines de la philosophie, de la métaphysique, de la religion, de l'homme, de l'être humain, et des sensibilités et des émotions. Finalement, ce qui constitue l'ossature de l'existence, ce n'est ni la famille, ni la carrière, ni ce que d'autres diront ou penseront de vous, mais quelques instants de cette nature, soulevée par une lévitation plus sereine encore que celle de l'amour, et que la vie nous distribue avec une parcimonie à la mesure de notre faible cœur. Mais est-ce que cette œuvre, alors puisque vous parlez du style maintenant et de l'écriture même, elle vous paraît dans disons, la tradition littéraire suisse que vous évoquiez tout à l'heure quand vous parliez de ces gens qui sont devant un miroir et qui ont finalement acquis une espèce de musculature de l'âme extrêmement forte, Constant, Stahl, etc., et puis jusqu'à aujourd'hui. Alors que lui, il est beaucoup plus concret que ces écrivains-là. Il est peut-être plus concret, mais cela part d'une même origine. Et cette origine, c'est le fait d'habiter un pays, la Suisse romande, qui n'a pas, en fait, de pouvoir sur le monde. La Suisse romande est minoritaire en Suisse. Elle est venue, les cantons romans, on l'oublie toujours, se sont agglomérés au reste de la Confédération au XIXe siècle, oui. Entre 1803 et 1815. La Suisse des 7 et des 13, des 9 et des 13 cantons a existé jusqu'à la Révolution. Donc les Suisses romans ont à la fois cette idée qu'ils ne sont pas tout à fait dans l'histoire suisse, mais en fait, bien qu'ils tiennent beaucoup à la Suisse, ils ne sont pas tout à fait dans l'histoire suisse. Résultat, il faut qu'ils trouvent autre chose. Et ce qu'ils trouvent, c'est peut-être une grande passion pour le jeu, pour le moi, pour l'âme, pour les arts. C'est un peuple très artiste. Et, pour la nature. Et pour la nature. Grand naturaliste. Sans aucun doute, les grands naturalistes genevois sont à citer parmi les ancêtres, les ancêtres moraux et culturels de Nicolas Bouvier. Nicolas, oui, il leur rend hommage assez souvent, et dans sa manière de voyager, c'est pas un spécialiste de la nature, mais on sent qu'il est merveilleusement sensible à la nature. Oui. Il y a, bien sûr, toute une mythologie de l'étape
Et plus on voyage lentement, plus cette étape prend de sens, parce qu'il ne s'agit pas du tout de couvrir de grandes distances, sauf lorsqu'on est dans des déserts qui présentent des problèmes d'eau, de soleil, de carburant. Là, on a avantage à cheminer un peu vite, mais il est évident que le charme de la marche, c'est de musarder, de digresser, de s'arrêter, de piquer une sieste dans le trèfle, d'aller aux champignons en chemin, et puis de ne pas avoir l'obsession de la distance à couvrir, parce qu'à ce moment-là, autant prendre un vélo ou je sais pas, ou un cheval de course. Et puis, je trouve aussi qu'une des vertus de l'état nomade, c'est que c'est un état d'alerte rouge. On tend l'oreille, on ouvre l'œil, parce qu'on sait très bien que les gens avec lesquels on boit un pot ce soir, ils auront disparu à l'horizon demain. Donc, on leur prête une attention peut-être plus soutenue que dans un rythme de vie sédentaire où il y a des éléments extrêmement répétitifs qui font qu'on se lasse de s'émerveiller. Quand on bouge, d'ailleurs, toutes les grandes traditions religieuses ont utilisé la marche aussi comme un moyen de progrès spirituel. Ce superbe texte du pèlerin russe qui est écrit par un anonyme du début du 19e qui a pratiquement traversé la Russie à pied pour des raisons mystiques. Rousseau, quand il marche, il y a des passages sur la marche dans les Confessions fantastiques où il dit « Je n'ai jamais été si bien moi-même que quand je marchais seul dans une belle nature. » Quand il dit une belle nature, ça veut en général dire la montagne, mais enfin, il est aussi par moments très, très lacustre. Et il est tout à fait conscient que cet exercice qui est lent, qui a un rythme qui s'accorde à celui du cœur, est un exercice qui purge l'esprit avant de le remplir. Et d'ailleurs, ça a été reconnu par le bouddhisme japonais, ça a été reconnu par le bouddhisme chinois. Et les moines gyrovaques du Moyen-Âge étaient d'immenses marcheurs. C'était un naturaliste, d'une certaine façon, ou tout le moins, il avait un regard naturaliste. Nicolas Bouvier, je pense qu'il était, je ne dirais pas fatal, mais enfin qu'il y avait beaucoup de probabilités pour que son chemin croise celui de Jacques Lacarrière. Son chemin, c'est ses passions aussi. Je pense en particulier à un livre de Jacques Lacarrière, Le pays sous l'écorce, puisque le pays sous l'écorce, c'est ce qu'on voit du monde animal, qu'on ne voit jamais d'ailleurs, sauf si on prend le soin, comme Jacques, mais aussi comme Nicolas, de regarder de très près les images du monde. Il était donc nécessaire pour moi de rencontrer Jacques Lacarrière autour de Nicolas, et puisque vous l'avez connu, c'est pas seulement des préoccupations croisées, c'est aussi des routes qui se sont croisées souvent. Alors nous sommes aperçus qu'on avait un modèle commun, parce que c'est vrai que son rêve, un peu comme le mien quand j'étais adolescent, ça aurait été de voyager comme ça. C'est-à-dire de ne pas me limiter à n'être que géologue ou que spéléologue ou que physicien ou simplement entomologiste. Et on s'est découvert un modèle commun qui était Alexandre de Humboldt. Ah oui, bien sûr. Parce que, et alors, bah oui, lui, il le connaissait beaucoup mieux que moi, puisque par la suite, d'ailleurs, il a fait des recherches sur toutes les gravures de ses voyages en Amazonie. Et je me disais, voilà, Humboldt, c'est le modèle même du voyageur, bien sûr, le siècle dernier, mais qui s'intéresse aux poissons, aux oiseaux, aux hommes, aux phénomènes volcaniques, à la forêt, aux moindres plantes. Et qui lui aussi est un marcheur extraordinaire. Il est un marcheur extraordinaire. Et ça, c'était vraiment un modèle Humboldt. Et on s'est retrouvé, j'allais dire cet ancêtre, d'une certaine façon. Oui, ce modèle, en tout cas, qui est impossible à reproduire aujourd'hui, d'ailleurs. Même si on voulait avoir la connaissance naturaliste de cette époque, on ne peut plus aujourd'hui. Même la botanique est devenue une science. Il y a, je crois, 16 000 variétés d'orchidées. Enfin bon, on ne peut plus s'en sortir. Ne parlons pas des insectes, il y en a 3 millions d'espèces de toutes sortes. Mais c'était ça un peu notre... enfin, c'était ça... le rêve qui a précédé le voyage. Après, il en reste un estuaire plus ou moins conforme. Mais c'était ça, c'était pas d'être écrivain en tant que tel, de ne pas faire œuvre d'écrivain sur un plan purement littéraire, mais qu'en quelque sorte, le livre soit un reflet, une parcelle et un miroir du monde dans sa totalité. Autant Nicolas est un superbe écrivain de langue française, parce que
C'est peut-être l'écrivain suisse roman dont le style français le style français bien sûr, puisqu'il écrit en français, est le plus original, le plus fort et le plus beau. Mais ce n'est pas tellement Paris qu'il a attiré, c'est curieusement l'Est, n'est-ce pas? Et là, il faut aller au fond du caractère de Nicolas. Et peut-on le dire, Nicolas était un être angoissé, c'était pas du tout un serein. Il avait cette angoisse. Là aussi, on retrouve peut-être cette ambiance lémanique, cette angoisse qui n'est pas stérilisante, mais qui est au contraire, qui crée presque une sorte de délire de sensibilité, et qu'on retrouve chez Rousseau, qui est un dépressif, qu'on retrouve chez Amiel, qui est un profond dépressif. Ouais. Alors Nicolas, en fait, il est parti soigner une dépression qui serait devenue peut-être grave et qui l'aurait stérilisé là, s'il ne s'était pas rendu dans un pays ou dans un monde qui était tout à fait le contraire du monde d'où il sortait. Un monde très rangé et avec cette figure centrale et paternelle, malgré tout, d'une religion qui est le calvinisme, il ne faut pas l'oublier. Mais le calvinisme, ce n'est pas une religion qui vous écrase, c'est une religion qui vous demande des comptes. C'est pas la même chose. C'est pas comme certaines religions catholiques qui vous disent tu feras ça ou tu iras en enfer. On dit tu n'iras pas en enfer. Mais c'est à toi maintenant de savoir ce que tu dois faire. Donc l'obligation toujours de rendre des comptes à sa conscience. Et il est parti un peu dans un monde qui est exactement le contraire, c'est-à-dire l'Asie, l'Est. Mais on a l'impression que ce besoin de liberté, il se manifeste donc dans l'espace, dans la géographie, mais qui se manifeste partout. Vous disiez tout à l'heure, en politique, on ne savait pas très bien au fond où il était. Mais de la même manière, il aurait pu devenir zen, par exemple, avec tout ce qu'il a fait. Or, il dit non, le zen, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout pour moi. J'estime, j'admire le zen, etc. Pour la religion, on ne sait pas non plus s'il est calviniste, s'il est religieux, on ne sait rien. Je pense qu'il a une religion de la nature. Il serait plutôt panthéiste. Donc un peu rousseauiste. S'il fallait lui trouver un rousseauiste. Bien sûr. Cette espèce de recherche de Dieu, à la fois dans la beauté de la nature, et qui n'est pas nécessairement, en tout cas jusqu'au XXe siècle, jusqu'à Rousseau, une spécialité française, n'est-ce pas? La France aime les idées, elle aime les systèmes philosophiques. Mais la nature, elle doit être maîtrisée. Disons que c'est beaucoup plus anglo-saxon, cette façon de considérer la nature comme le reflet du grand paradis auquel on croit ou auquel on ne croit pas, mais qui est quand même, c'est ce signe paradisiaque. Je suis parti en Toscane et je me suis installé dans un petit hôtel qui était encore crevé par les obus, sur le Lungarno, le quai Acciaccioli. Et j'ai découvert cette ville, j'ai fait la rencontre d'une comtesse, c'était un truc un peu dostoïevskien, comme ça, qui était dans la chambre voisine de la mienne. Enfin, ça a été une semaine ou 2 semaines de bonheur fou. Alors ça a été, si vous voulez, le début d'une sorte d'enchantement. Ensuite, j'ai fait des études, pas du tout parce qu'on m'y poussait, mais j'avais vraiment envie d'apprendre. Alors j'ai fait en parallèle, ce qui était beaucoup de travail. J'ai beaucoup usé beaucoup de neurones à ce moment-là. J'ai fait en parallèle des études de droit et de lettres. Et dans les 2 cas, j'ai eu la chance inouïe d'avoir des professeurs de génie. La transmission du savoir, pour moi, a été une opération. Bon, j'étais verni, si vous voulez, j'étais quand même né dans une famille où on parlait 4 langues. Enfin, mes 2 parents parlaient 4 langues sans balbutier du tout. La transmission du savoir m'est apparue comme une chose éminemment respectable.
Et donc là, moi, j'ai eu une chance folle dans mes études. Et puis alors, évidemment, dès que, bon, il y avait ces immenses vacances universitaires, 2 mois et une semaine, je foutais le camp et puis j'écrivais de petits articles tout à fait minables pour la Tribune ou pour le Journal de Genève. Et je me payais mes voyages comme ça, parce que ça, tout généreux qu'ils aient été, bon, là, il fallait que je me prenne en charge. Mais je l'ai fait à partir de 15-16 ans. Ensuite, c'était les Balkans, choses qui ont marqué ma vie d'une façon incroyable. 7 ou 8 fois, j'ai absolument adoré la Yougoslavie à cause de la musique que j'y avais découverte, parce que moi j'avais une approche de la musique qui était très bourgeoise et classique, et puis je suis tombé sur ces musiques incroyables, sur des mecs avec lesquels on buvait des pots jusqu'à point d'heure, et c'était le pays était très fliqué encore à ce moment-là. Par exemple, l'objet de haine de tout régime policier, c'était un agra, c'était un enregistreur, vraiment le truc qu'il ne faut pas avoir. Moi, je suis arrivé à la douane, je l'ai déclaré, et puis j'ai dit, écoutez, alors j'avais affaire à des flics extrêmement rigoureux, détestables. J'ai dit, moi, je prends ce agra parce que je veux enregistrer votre musique. Alors, aussitôt, l'hostilité était terminée. Ils m'ont dit, on ouvre une bouteille, et ils m'ont rempli mon carnet d'adresses en disant, j'ai un excellent copain qui est très très bon à la doïna, ou j'en ai un autre qui fait ceci ou cela. Et la musique, dans ces voyages successifs en Yougoslavie, m'a véritablement servi de César. Jean-Pierre Moulin, je vais vous rapporter une phrase que dit Nicolas, qui me paraît un peu mystérieuse. Peut-être que vous aurez quelque chose à dire. Il dit, quelque part, la Suisse, ce petit pays posthume. Ça, c'est dur quand même. Oui, c'est une très belle formule littéraire, et je dirais même qu'il y a des prolongements. Si on prend ça au sens propre, c'est-à-dire c'est un pays qui est mort. Oui. Bon. Enfin, c'est pas impossible. Mais survivant. Mort, mais survivant. Oui, exactement. Mort et survivant, mais qui ne sera plus capable de recréer quelque chose. Alors, c'est peut-être pas tout à fait faux, mais alors à ce moment-là, j'inclus dans cette idée-là l'Europe, et je dirais même le monde occidental. On pourrait appliquer cette idée posthume au monde occidental, qui a tout inventé, mais on ne sait pas très bien, il ne sait plus très bien où il va. C'est-à-dire qu'il a peut-être tout donné. Voilà la question. Oui, alors, c'est peut-être ce qu'il pense quand il parle de la Suisse. Oui, et c'est peut-être aussi une des jouissances qu'il découvre dans les pays très très lointains, dans l'Asie et dans ces pays-là. Dans ces pays qui sont pourtant très anciens, oui, mais qui ont peut-être encore, on l'a vu sur le plan économique, qui ont peut-être encore à dire, aussi bien sur le plan de la démographie, bien sûr, que sur le plan de l'invention historique, on ne sait pas. Mais peut-être plus qu'ailleurs, en Suisse, on a le sentiment que tout a été fait, tout a été mesuré, balisé dans les têtes, dans les rues, et je dirais même dans les forêts, où les rivières sont bien maintenues, il n'y a pas ces magnifiques inondations, il y en a quand même. Mais enfin... Oui, mais en même temps, quand même, c'est un pays de la démesure, ne serait-ce que par les montagnes. C'est quand même. Oui, mais la montagne n'est jamais considérée comme démesurée
à partir du 19e. Aujourd'hui. Mais avant, au 18e, au 17e, oui, ça faisait épouvantable. peur. C'était plein de fantômes. Les Diablerets, c'est une région, c'est les Alpes vaudoises. C'est là que nous allions en vacances. Et on nous racontait des légendes qui dataient du 18e siècle. Les Diablerets, c'était encore, ça veut dire le diable. C'était le lieu du diable. Et donc, les Alpes, jusqu'au 19e siècle, jusqu'au moment où les Anglais sont arrivés pour faire du tourisme et de l'alpinisme, étaient évidemment démesurés. C'était horrible. L'horrible verticalité, les précipices, les avalanches. Jean-Pierre Moulin, vous parlez de verticalité, alors c'est tout à fait intéressant dans le cas de Nicolas, parce que finalement, il échange un lieu vertical, la Suisse ayant toutes ses montagnes, pour des lieux le plus plats et le plus horizontaux possible. En allant là-bas, au bout du monde, puisqu'il y avait cette idée de bout du monde qui venait souvent chez lui, est-ce que vous avez l'impression... Je ne crois pas énormément, non. Je ne pense pas qu'il ait eu une relation avec la montagne. Nicolas partait vers le grand large. Ce qui m'a fait voyager, c'était la curiosité de cette planète qui est 100 fois plus colorée, cocasse, vivante, passionnante que l'idée même que les meilleurs magazines pourraient en donner. Donc il faut aller sur place, il faut aller voir par soi-même. Il faut faire comme Gorky l'avait fait, prendre ses universités sur les routes. Et si vous voulez, ce que j'adore en Asie, c'est cette espèce de millefeuille historique. C'est-à-dire que dans les coins les plus perdus, un bonze bouddhique est passé et il a laissé un récit, un témoignage. Je pense à Yuan-Tsang, par exemple, qui est un grand moine pèlerin chinois. Ou une princesse mongole avec des fourrures de marmotte autour de sa jolie frimousse. Partout, vous trouvez ces traces d'histoire. Par exemple, je me souviens qu'en Corée, sur la route d'un temple qui est un temple de grand pèlerinage, il y a un lit de rivière où chaque galet est inscrit. Vous avez un millier, des dizaines de milliers d'inscriptions faites par des pèlerins qui montaient à ce temple qui s'appelle Haeinsa, où se trouve d'ailleurs un des 3 canons bouddhiques qui existent au monde. Et c'est extrêmement émouvant de remonter cette rivière. Alors, si vous voulez, c'est un des cadeaux de l'Asie. Moi, j'ai eu une formation d'historien. Donc, la densité historique, cette espèce de millefeuille asiatique m'intéresse énormément parce qu'il répond chez moi à un besoin. Et ce qui est très beau, je trouve, dans les textes dans les voyages, donc dans les textes de Nicolas, c'est que comme il va vers l'Est, c'est-à-dire vers des pays où il y a de moins en moins de compartiments, de montagnes, qui sont de moins en moins suisses, parce que la Suisse, au fond, est très coincée entre ses lacs, ses vallées, ses montagnes, et puis il y a les Balkans, qui est encore avec beaucoup de montagnes, et puis peu à peu, il va aller dans la steppe de plus en plus. Oui, la steppe au début, il y a une transition invisible presque, insensible, et il change quand même de pays. Oui, mais disons que je connais mal les paysages qu'il a rencontrés. De toute façon, je pense que, étant donné ses moyens de déplacement, il n'avait pas tellement de choix de choisir ou pas les montagnes. Savoir si on choisit la plaine ou la montagne est assez difficile quand on est entièrement tributaire d'une vieille Fiat et, je dirais, de l'attention et de l'aide qu'on peut trouver sur place. La seule façon, la plus grande liberté serait vraiment à pied, parce que même une voiture est un esclavage, même un cheval, même un chien. Mais si vous voulez, Jacques Lacarrière, ce que je cherche en vous interrogeant à ce sujet-là, c'est savoir pourquoi il y avait cette fascination, cette tension, en tout cas, vers les pays de l'Orient.
on a l'impression que c'était presque le contraire des pays dans lesquels il avait grandi, c'est-à-dire la Suisse, surtout pendant la guerre, qui était particulièrement incrustée. Il ne pouvait pas sortir de Suisse. Et puis là, brusquement, on a l'impression que c'est l'absence de frontières, l'absence presque de grand relief qui l'intéresse. La seule fois où il m'a parlé un peu de ça, c'est quand je l'avais rejoint à Genève à son atelier d'iconographe, parce que par la suite il a exercé, oui, ce qu'il appelait ce joli métier d'iconographe, où il avait énormément de photographies, de différentes gravures anciennes, de voyages sur sa table. Et à un moment, il m'a montré une photo d'ailleurs du siècle dernier, un peu comme ces autochromes qu'on retrouve aujourd'hui, représentant une grande vallée. C'était pas au Tibet, hein, c'était plutôt, ça devait être en Lauristan ou en Afghanistan, une grande vallée. Il y avait de chaque côté une montagne arasée complètement, mais vraiment complètement pelée. Il y avait une rivière qui coulait sur la gauche, et dans cette immensité, juste un point qui était quelqu'un sur un mulet, et qu'on voyait là-bas. Et il me dit, voilà, tu vois ça, je pense que l'au-delà, ça doit être comme ça aussi. Alors je ne dis pas qu'il allait chercher l'au-delà, mais c'est vrai que c'est la nudité. Il allait chercher peut-être pas l'au-delà, mais les bouts du monde. Dans son quand texte, même. dans ces jolis textes qu'il a écrit pour ce recueil de photos sur les montagnes, qui est apparu avant sa mort, il dit que lorsqu'il passe un col, il met toujours une pierre sur les cairns que traditionnellement dans tous ces pays. Quand on franchit un col, on met une pierre pour remercier les dieux ou les esprits de vous avoir permis de passer, parce que c'est chez eux. Enfin, on rentre chez eux, donc c'est la moindre des choses de les saluer. Et ce geste aussi, par exemple. Moi, je ne connais pas un voyageur sur 100 qui aurait l'idée de le faire. Vous voyez, il y avait donc une grande attention à ces choses. Je me disais là, par contre, peut-être c'est un réflexe suisse des montagnards. Parce que les montagnards ont des traditions de toutes sortes vis-à-vis de la montagne. Parce que c'est une puissance, c'est une menace aussi, c'est quelque chose qui dépasse complètement l'homme, et donc il faut avec elle avoir des égards. Et il y a ce côté-là en cas traditionnel dans ces pays, et en tout cas cette photo de cette immensité avec ces deux grosses montagnes sur les côtés, impossible à franchir, et ce fleuve ou cette rivière, et cette grande steppe qui s'en allait vers l'infini, ça a beaucoup marqué Nicolas, et après tout il a peut-être raison, c'est peut-être une prévision de l'au-delà. Si demain quelqu'un s'inquiète de notre ami d'au-delà des mers, dites que, déposant ses sandales, il est rentré chez lui, pieds nus, à la mémoire du bon Eisen. Jean-Pierre Moulin, est-ce que vous avez l'impression que dans ces retours sur la Suisse, c'était des retours complètement indépendants, solitaires, ou bien ils s'intégraient quand même à la société suisse d'une certaine manière? Ah oui, beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire. La preuve, c'est que Nicolas a été appelé dans des commissions fédérales pour la culture, oui. Et il faisait tout à fait bon visage et beau visage. Il était écouté. Ça lui plaisait beaucoup. Il allait à Berne, qui est donc la ville fédérale. Ouais. C'était pas du tout un sauvage. C'était pas du tout un anarchiste. Non, il est anarchiste, mais il est libertaire plutôt qu'anarchiste. Libertaire, libéral, il est tout ce qu'on veut, mais il avait, par exemple, pour la constitution helvétique, pour le fédéralisme, beaucoup d'admiration. Et ça, je le comprends, parce que c'est un système qui fonctionne pas mal. C'est peut-être le prochain système de l'Europe, si l'Europe devient l'Europe. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de gens qui parlent des langues différentes, qui ont des religions différentes et qui ont des mentalités différentes, on ne peut pas créer un système pyramidal avec un grand chef en dessus et tout le monde obligé de se livrer à la centralisation extrême. Alors, il aimait ce système-là, et puis il avait aussi ce contact avec les alémaniques, que les romans ont rarement, et il était aimé. Nicolas avait tout un côté suisse, disons helvétique, et qui peut-être n'apparaît pas dans ses livres. Jean-Pierre Moulin, un des talents littéraires de Nicolas, c'est le portrait. Il vous croque quelqu'un et il est là,
Alors, vous avez le même talent, j'imagine. Donc, si vous deviez faire un tout petit portrait de Nicolas, que ce soit physique ou moral ou intellectuel. Mais je pense que d'abord physiquement, c'était un homme d'une beauté un peu mystérieuse, c'est-à-dire qui n'était pas dans les canons classiques de la beauté. Il y avait du prince et du vagabond en lui. Oui. Et les deux grandes tendances, je dirais une espèce d'aristocratie de la sensibilité d'une part, et un goût un peu broussailleux et barbu pour le vagabondage, Ouais. pour dormir à la belle étoile, pour tout d'un coup arriver dans un pays complètement étranger et essayer de comprendre. Y avait-il en lui comme un besoin peut-être presque un petit peu masochiste de se libérer de cette bonne tenue helvétique qu'on nous inculque, qu'on a toujours bien habillé, Moi, ce qui bien me propre, frappait etc. aussi, c'était son regard. Il avait des yeux forts. Il avait surtout un regard qui se posait sur l'autre. Oui. Et il avait cette vertu d'écoute qui fait précisément les poètes et qui fait les vrais écrivains. Il avait ce regard. Alors sur le plan intellectuel, il avait une culture prodigieuse, une mémoire extraordinaire. Mais il n'en jouait pas. Elle venait tout naturellement s'insérer dans sa contemplation et son écriture. Je n'aime pas les années paires. Elles ne me réussissent pas. L'année 1992 m'a conduit dans la clinique psychiatrique d'où je vous écris ces quelques lignes. L'année 1992, j'ai tourné autour de cette planète comme une goutte de mercure affolée. Paris, Bruxelles, Bordeaux, Vienne, Auckland, Sydney, Mexique, Caraïbes. J'ai rencontré plus de gens que je n'en pourrais aimer et promis plus de textes et d'articles que le dieu Shiva n'en pourrait écrire, même avec ses 12 bras. Stress, mauvaise conscience, stress. 1993 a été encore pire. J'ai terminé un film qui me tenait très à cœur et fait quantité de conférences dans divers patelins de ma petite patrie. Lorsque la dernière a été terminée, un soir de janvier 1994, je suis rentré chez moi et, confortablement installé dans un fauteuil Voltaire, je me suis mis à pleurer pendant 48 heures et sans aucune interruption. J'étais surpris de constater que notre corps pouvait contenir autant d'eau, mais on n'en finit jamais d'apprendre. Il y a dans la vie des moments de vide insupportables. Et alors moi j'ai eu une éducation huguenote assez stricte, assez serrée et assez culpabilisante. Donc si vous voulez, d'une certaine façon, un protestant genevois s'en veut de ne pas faire ce qu'il devrait. Bon. Alors moi j'ai mis des années à me débarrasser de ça. Je m'en suis débarrassé d'ailleurs grâce aux femmes. Et il m'en reste tout de même quelque chose. Alors il y a des moments où je me dis je pompe l'air des autres, je ne fais rien de valable. Et puis alors là je me mets à écrire. Et c'est une opération presque conjuratoire, c'est une écriture d'exorcisme. Alors, ça commence par toutes sortes d'invectives que je mets à la poubelle, bien sûr, tout de suite, parce que le plus grand outil d'un écrivain, c'est la corbeille à papier. Hein. Tant pis, sinon pas de whisky, je suis très alcoolo, mais tant pis. Peu importe, mais s'il n'y a pas de corbeille à papier, je deviens fou de rage. Alors, la déprime, c'est le seul le seul écrivain que je connaisse et qui soit à la fois capable d'écrire d'une façon très singulière et tout à fait personnelle
et de parler d'une façon très singulière et tout à fait personnelle. Et que ces deux moyens d'expression sont cousins, ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai admiré les conférences qu'il donnait sur Thomas Plater, ce Suisse au XVIe siècle. Encore un voyageur, mais suisse, qui a voyagé, oui, pieds nus, avec ses bandes d'étudiants un peu prédateurs, mais qui est devenu une sommité intellectuelle en Europe, petit chèvrier d'origine. Eh bien, quand il faisait une conférence, on avait l'impression qu'il avait tout écrit. En fait, je lui ai demandé un jour, enfin, il n'y a pas une hésitation, et en même temps, ce n'est absolument pas la conférence écrite dont on a l'habitude, qui peut être intéressante, mais qui est toujours un peu monotone. C'était une façon de parler impeccable, très imagée, qui maintenait l'auditoire en suspens et qui partait directement. Je lui dis, mais tu apprends par cœur? Non, pas du tout, il avait simplement les notes. De telle sorte qu'il était capable de formuler sa pensée sans la moindre hésitation et d'une façon extraordinairement personnelle. C'était surtout ça. C'était pas mais le paradoxe, c'est Jean-Pierre Moulin. Moi, je me suis toujours demandé comment un homme qui parlait aussi parfaitement que ce que vous venez d'expliquer avait tellement de mal à écrire, parce qu'il avait beaucoup de mal à écrire, hein. Il l'a toujours dit, je peine, j'ai du mal. Or, on a l'impression qu'il parlait si bien, il avait qu'à enregistrer ce qu'il parlait, et ça faisait un livre. Or, c'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai, et ça, c'est peut-être quelque chose qui relève du Suisse romand. Le Suisse romand a une passion pour sa langue, parce que c'est pas seulement le fait qu'il est francophone. Les Français savent très bien qu'ils ont le français dans leur globule, dans leur gène. Les Suisses romands, ils l'ont, mais ils l'ont sans capital culturel et avec une majorité alémanique et germanique et tout près. De telle sorte que la passion pour la langue française, je parle des écrivains, des intellectuels, est très grande. Mais en même temps, il y a à l'égard de la langue française chez le Suisse romand une révérence et presque une sorte de crainte. Et cette crainte, c'est l'Académie française, c'est Paris, c'est prétendu, mais qui est juste facilité qu'ont les Français de mettre les unes sur les autres des idées, de superbes cathédrales qui peut-être s'écroulent quand on les a, et sur le moment font beaucoup d'effets. Alors le Suisse romand a toujours un peu l'impression, quand il devient écrivain, à 14 ans, 15 ans, qu'il commence à lire, des auteurs français bien sûr, il a toujours l'impression qu'il doit apprendre la langue française. Alors, il y en a qui l'apprennent si bien qu'ils ne font qu'imiter mal ce qu'on pourrait appeler la langue parisienne. Et puis Nicolas, c'est le contraire. Nicolas, il se forge sa langue. Et il se forge sa langue d'une façon, je dirais, presque scripturale, d'une façon presque graphique. Il suffit de lire, de voir son écriture. C'est une écriture magnifique, mais qui est à la limite de l'illisible. Et c'est à la fois une volonté de marquer par le trait, par le dessin, ce qu'il veut dire, et en même temps presque une façon de dire, mais vous ne comprendrez pas. C'est aussi une façon de dissimuler un tout petit peu. Mais moi, je crois qu'il y a d'autres choses. Il y a que ça ressemble un peu à une écriture, on va dire, peut-être même pas sumérienne, babylonienne, enfin, en tout cas, une écriture d'une langue qui n'existe pas. Une langue qui n'existe pas, et une écriture qui ne prend pas des notes. Une écriture qui écrit. Et qui est assez épaisse, hein, toujours. Il avait, je sais pas, des plumes spéciales. C'est si beau qu'on dirait un manuscrit carolingien aussi. Parfois. Mais ça rejoint aussi son goût pour les archives. Nicolas est un vagabond, on vient de le dire, un grand voyageur, un grand promeneur, mais c'est en même temps un homme qui peut passer des journées, des semaines dans des bibliothèques, dans des musées, dans des archives. Et là, il y a justement ces deux aspects très différents. Il est rare qu'un grand voyageur ait envie de s'enfermer dans un musée ou dans une salle d'archives. J'ai énormément travaillé, par exemple, chez des grimoires du XVIe siècle. Je me souviens d'avoir ouvert une anatomie de 1545. Elle a une histoire bizarre, c'est que par reconnaissance pour ces imprimeurs très dévoués à la cause huguenote,
Calvin a bien voulu acheter cette anatomie où vous voyez des femmes nues avec des coiffures assez prestigieuses, parfois le ventre ouvert pour montrer les organes, toujours placés devant des petits miroirs très élégants. Et je pense que Calvin a dû mettre ce livre à l'enfer, aussitôt après l'avoir acheté, pour que les étudiants n'aillent pas se rincer l'œil avec ces dames qui sont d'ailleurs fort séduisantes. Et puis voilà, ça a été oublié. Ensuite, plus personne n'a consulté l'anatomie de Rivière parce qu'elle était caduque. Et puis moi, je l'ai retrouvé par hasard sur un chariot où ce livre pourrissait depuis des siècles. Et lorsque je l'ai ouvert, l'encre n'était pas sèche. Alors je décollais les pages très prudemment, et il y avait un léger sifflement, et je voyais briller l'encre de ce livre qui avait survécu à 10 générations. Alors là, je faisais des petits chocs comme ça dans la recherche de l'image, des espèces de cadeaux. Nicolas est le contraire d'un journaliste. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette obsession du jour. Et si on a l'obsession du jour, hier est déjà un peu fané. Et demain, on l'attend avec passion. Lui, il vit dans une dimension qui est tout à fait différente, qui est aussi bien sur le plan de l'espace que du temps. L'espace, c'est le voyage. On peut retourner dans des pays qui n'ont peut-être pas changé depuis des siècles, oui. Et on retourne dans des archives qui s'ouvrent et qui semblent sentir l'air de l'époque. Mais cet air d'époque n'est pas un vieil air. Pour lui, c'est pas un air éternel. Jean-Pierre Moulin, il a souvent dit que, contrairement à ce qu'on imagine, les grands voyageurs sont aussi des grands lecteurs. Alors vous l'avez connu dans plusieurs registres, mais en particulier comme journaliste à ce moment-là, puisque vous faisiez de la télévision avec lui. C'était une émission dans les années 80, je crois, 82, oui, que vous aviez organisée, montée avec lui. Oui, c'était Noir sur Blanc. Noir sur Blanc. C'était une des dernières émissions littéraires, parce que là aussi, elles ont plus ou moins disparu, de la télévision suisse romande. Et là, effectivement, Nicolas s'est mué un peu en journaliste, en intervieweur. C'est un très bon intervieweur parce qu'il écoutait les gens et suscitait en eux quelque chose. Il avait une rubrique particulière dans cette émission, Noir sur Blanc ? Non, nous faisions des interviews que nous filmions d'auteurs et il faisait des critiques. Donc, parmi ces choix, vous pouvez un petit peu nous dire vers quoi il était plutôt attiré. Par exemple, la littérature actuelle, contemporaine, il suivait ça de près ou pas? Il était probablement, mais là je m'avance peut-être un peu, plus attiré par des écrivains étrangers, qui pourraient être japonais, qui pourraient être sud-américains, que par des écrivains de langue française, dans ce cas particulier de l'émission Noir sur Blanc. Ces grands maîtres, enfin, les grandes admirations de Nicolas, c'est Sandrard et Saint-Gria. Je ne dis pas en Suisse, mais ce sont des Suisses. Sandrard, ça va de soi. Saint-Gria, c'est un peu plus mystérieux. Saint-Gria est un personnage qui se promenait avec sa bicyclette, oui, aussi bien sur les routes suisses que sur les routes françaises, et qui avait aussi cette espèce de curiosité du monde et des détails, voir dans le détail l'univers. Ce que j'admire chez Saint-Gria, c'est que il a très bien compris qu'il n'y a aucune différence entre les petits voyages et les grands voyages. Et quand il se balade en vélo dans le Parisis à l'aube et qu'il trouve des poiriers abattus par l'orage en travers de la route, eh bien c'est exactement comme s'il était en Turkestan chinois. C'est-à-dire qu'il a la même vertu d'étonnement. Et je pense qu'il y a toute une école saint-griériste qui admire cette espèce d'état d'éveil qui fait qu'un matou assis dans un champ de betteraves est pour lui un spectacle aussi beau qu'une peinture Tang. Il faisait partie de ces jeunes voix qui ont quand même particulièrement un sens prodigieux de leur originalité. Il était lui-même. Voilà.
Alors, avec Nicolas, on parlait de 1000 choses, mais ce n'était pas des discussions intellectuelles. D'ailleurs, ce n'était pas un intellectuel. Il avait une chose aussi, il ne faut pas oublier, il était d'une très grande fidélité en amitié. Il était très fidèle dans la mesure où je pense qu'il attachait énormément d'importance à la présence de ceux qu'on aime. C'était en fait un homme qui avait des gens qu'il aimait. Je parle aussi bien de son épouse, de ses enfants et de ses amis. Et en particulier d'un ami avec lequel il a fait ce grand voyage, son premier grand voyage. Et je pense qu'il avait besoin d'amitié. Et cette amitié n'était jamais une amitié recherchée pour ce qu'elle pouvait apporter de gloire. Je pense aussi que dans cette amitié, il y avait aussi un aspect de souvenir. Il aimait bien les gens qu'il connaissait et qu'il avait connus à l'époque d'ombre, au fond, à l'époque où il était un peu perdu dans le monde. Je pense et puis, c'était un homme qui avait besoin de se rassurer. Il ne montrait pas du tout son angoisse, mais elle était là. Et on se rassure dans l'amitié. À la poursuite de Nicolas Bouvier. Première étape avec Jean-Pierre Moulin, Jacques Lacarrière et la voix de Nicolas Bouvier. Texte lu par Jean-Luc de Baptiste, prise de son Emmanuel Colcher, mixage Monique Buriguière, Mathias Alléon, une émission proposée par Gilles Lapouge, réalisée par Judith Dastier. Merci Gilles Lapouge et Judith Dastier. Demain à 20h, la deuxième étape de votre voyage à la poursuite de Nicolas Bouvier, les semelles de vent.